Bien, alors, vous voyez, avec cet ampli-up, bon, on a vu qu'on peut faire une multiplication par un gain, mais est-ce qu'on peut faire des opérations mathématiques plus ordinaires et plus intéressantes? On fait les maths, c'est l'addition, la soustraction, l'intégration, etc. Oui, c'est ça. On peut faire avec l'amplificateur opérationnel, on peut former des circuits comme des intégrateurs, des dérivateurs, des soustracteurs, des additionneurs, ou bien des mélangeurs, si vous voulez. Donc, on peut commencer, par exemple, par le circuit intégrateur. Le circuit intégrateur est un circuit très simple. Prenons l'exemple d'un circuit inverseur. Donc, il y avait une résistance de feedback. Donc, si cette résistance est remplacée par un condensateur, automatiquement, si on regarde la fonction de transfert, c'est-à-dire V sur VI, c'est moins ZF divisé par Z. Donc, ça va faire moins 1 sur CS multiplié par R. Donc, la fonction de transfert est égale à moins 1 sur RCS. Donc, dès qu'on a un S au dénominateur, cela veut dire que c'est un intégrateur. Idéalement, c'est un intégrateur. Donc, en fait, on conduit le même résultat, mais le même raisonnement, mais au lieu que ce soit des résistances et des impédances. Exactement. Donc, le seul hic qu'on peut avoir, c'est que théoriquement, c'est un intégrateur, c'est bon, mais un intégrateur va intégrer, mais il va intégrer tout au long de toutes les fréquences. Donc, qu'est-ce qui arrive, par exemple, si on est à basse fréquence? Donc, on va intégrer avec une intégration qui va nous donner un gain qui est très, très élevé. Donc, à basse fréquence, dès qu'il y a un signal, par exemple, DC, l'intégrateur va être saturé parce que le gain est très, très élevé. Donc, pour remédier à ce problème-là, ce qu'on va faire, on va mettre en parallèle avec le condensateur une résistance, qu'on appelle une résistance Rx, de telle sorte que, à basse fréquence, le gain va être limité à cause de la présence de cette résistance Rx. Donc, bloquer tout ce qui est intégration en basse fréquence pour ne pas atteindre la saturation. Exact. Maintenant, si on prend un circuit dérivateur ou bien différenciateur, c'est l'inverse. On va mettre un condensateur à l'entrée, pas à la place de feedback, juste à l'entrée un condensateur. Dans le feedback, on va laisser la résistance telle qu'elle est. Donc, si on regarde le rapport moins ZF sur Z, on va voir que la fonction de transfert va être égale à moins RCS. Donc, dès qu'on a un S au numérateur dans une fonction de transfert, c'est un dérivateur, c'est un différenciateur. Donc, là aussi, n'oublions pas que dans le diagramme de Bode, ou bien si on regarde la réponse fréquentielle de cette fonction de transfert, la dérivation va être de basse fréquence jusqu'à l'infini. Donc, on remarque qu'à haute fréquence, le gain devient très, très élevé. Oui. Donc, automatiquement, on va saturer l'amplificateur parce que le bruit à toutes les fréquences. Donc, oui. Même s'il y a un bruit qui est très, très faible à des fréquences très élevées, le gain est tellement élevé que l'amplificateur va saturer. Donc, à ce moment-là, il faut trouver une ressource, c'est-à-dire une solution. Donc, ce qu'on va faire, on va ajouter une résistance en série avec le condensateur. Et en plus, on doit ajouter une résistance en parallèle, un condensateur en parallèle avec les résistances de feedback. Donc finalement, pourquoi ajouter cette résistance Rx et ce condensateur Cx en parallèle avec la résistance de feedback? C'est que, premièrement, pour limiter le gain à haute fréquence. Deuxièmement, pour pouvoir éliminer l'effet capacitif qui est dans l'amplificateur opérationnel. Parce que n'oublions pas que dans l'amplificateur opérationnel réel, il y a un condensateur qui va nous déranger. Donc, il y a un deuxième mode qui va être créé. Donc, on aimerait éliminer cet effet-là. En ajoutant ces deux composants, on va régler les deux problèmes. Donc, ça, ce sont deux circuits qui sont très, très intéressants, surtout lorsqu'on va être dans l'aspect analogique, où on a besoin des intégrateurs et des dérivateurs. Maintenant, deux autres circuits qui sont très, très intéressants sont les sommateurs et les soustracteurs. Donc, avant d'arriver à ces deux circuits-là, n'oublions pas qu'on peut mettre plusieurs étages en cascade pour augmenter le gain, okay? Et pour ne pas saturer notre amplificateur, parce que si on donne un gain très très élevé d'un seul coup, l'amplificateur peut saturer. Donc on va mettre plusieurs étages en cascade. Donc ici, comme on a pris un exemple de plusieurs étages en cascade, ici on a 3 étages en cascade. Le premier étage, c'est un circuit qui est non inverseur. Le deuxième étage, c'est un circuit qui est inverseur. Et le troisième étage est un circuit qui est aussi inverseur. Donc, puisque les impédances d'entrée sont très très élevées, ou bien les impédances de sortie sont
0 à peu près, Oui. très très faible. Donc on peut dire qu'on peut multiplier le gain de chacune de ces deux étages ensemble. Donc on peut trouver séparément les gains de chaque étage et on peut les multiplier. Je répète, pour qu'on puisse multiplier les gains ensemble, il faut que soit les impédances d'entrée soient très élevées, ou bien les impédances de sortie soient très très faibles. Donc ça c'est un exemple. Donc on a plusieurs exemples qu'on peut faire en classe. Et puis si on passe maintenant au circuit de sommateur, comme vous le voyez à l'écran, c'est qu'on a 3 entrées. C'est un circuit qui ressemble à un circuit qui est inverseur, avec une résistance de feedback RF. Donc, il y a 2 façons d'analyser ce circuit. Soit qu'on va aller avec le théorème de Millman, ou bien avec le théorème de superposition. Donc, par exemple, si je prends le théorème de superposition, donc, on va éliminer les 2 sources V2 et V3, on va les tuer. On va regarder l'effet de V1 à la sortie, et on fait la même chose, on répète avec les 2 entrées V2 et V3. On remarque que la tension de sortie, c'est la multiplication de chaque gain, séparément multiplié par l'entrée associée, et la somme de tous ces signaux à la sortie. Donc, c'est-à-dire V out va être égal à moins RF sur R1 fois V1, moins RF sur R2 fois V2, moins RF sur R3 fois V3. Donc, le signe négatif, on peut l'éliminer en ajoutant un inverseur à la sortie. On peut éliminer complètement le signe négatif. Et on fait là une opération mathématique de somme. C'est la division, d'accord. Maintenant, le soustracteur, c'est un circuit qui est très très intéressant. Donc, vous voyez qu'à l'écran, c'est un circuit qui est donné par 4 résistances. Donc, on voit qu'il y a 2 entrées V1, V2. Donc, n'oublions pas que l'entrée V1 est reliée à l'entrée positive et l'entrée V2 est reliée à l'entrée négative. Donc, avant de trouver la réponse, je peux vous dire directement la réponse, c'est que la sortie va être égale à une grandeur multipliée par V1 moins une autre grandeur multipliée par V2. Donc, puisque on rentre avec V2 à l'entrée négative, on sait que ça va être le signe négatif qui va dominer sur le V2. Donc, moi, personnellement, je préfère le théorème de superposition, mais on peut le faire avec le théorème de Millman. Le théorème de superposition, on va éliminer la tension V2. À ce moment-là, on rentre à l'entrée V1. Donc, diviseur de tension, on peut calculer la tension V+. Puis, la tension V+, on sait que ça devient un circuit non inverseur. On peut calculer directement la tension à la sortie. Maintenant, si on veut regarder l'effet de la deuxième source V2, on va éliminer la source V1. Donc, automatiquement, il n'y a pas de courant dans l'ampli. Donc, ça devient un circuit simple d'un circuit inverseur. Donc, on peut trouver que la tension de sortie due à la tension V2 est égale à moins R4 divisé par R2 multiplié par V2. Donc, c'est ça la sortie. C'est la différence que ces 2 entrées. Le théorème de superposition, on l'applique après avoir vérifié qu'on a bien affaire à un circuit linéaire. Exact. Et on a, avec le modèle qu'on a choisi pour les enveloppes, c'est un modèle qui est linéaire mathématiquement. Maintenant, une caractéristique intéressante, si toutes les résistances sont identiques, R1, R2, R3, R4 sont identiques, à ce moment-là, on peut dire que la tension de sortie est égale à V1 moins V2. Donc, c'est une différence directe. Un soustracteur analogique. Un autre circuit qu'on peut dire, c'est l'amplificateur différentiel qui est très utilisé. Cet ampli différentiel est utilisé pour les applications d'instrumentation, de capteurs par exemple. Donc là, par exemple, la sortie d'un pont de résistance est directement injectée dans cet amplificateur différentiel. Principalement, c'est un ampli qui est constitué de 3 amplificateurs opérationnels. Et puis le dernier état, c'est un circuit qu'on voit, c'est un soustracteur. Okay, donc finalement, si les résistances sont bien choisies, on voit qu'à la sortie, on va soustraire l'entrée V1 moins l'entrée V2. Donc ça devient un soustracteur finalement. D'accord. Et la particularité, c'est qu'on ajoute un circuit suiveur, oui bien sûr, un suiveur pour chacun des c'est un circuit qui va vraiment isoler la sortie du pont par rapport à cet étage d'amplificateur différentiel. D'accord. Et puis les 2 signaux ne sont pas. C'est la différence entre 2 signaux qui peuvent être à des potentiels différents de 0 pour les deux. En plus, c'est qu'on peut acheter, comme vous voyez sur l'écran, une résistance RP, un potentiomètre, pour avoir plus de flexibilité. Mais si on enlève complètement cette résistance RP, on peut vraiment voir que la réponse est égale à V out est égale à V1 moins V2.
Donc, on a vu pas mal de circuits. Il nous reste probablement les circuits qu'on appelle les feeds, passe-banque, passe-passe, etc., qui sont principalement obtenus à l'aide des condensateurs et des restances et des amplificateurs opérationnels. N'oublions pas qu'on évite toujours de ne pas d'utiliser les bobines d'inductance parce que, premièrement, ces composants sont très grands, deuxièmement, ils coûtent trop cher.